dimanche 29 octobre 2023. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal. Voici le sommaire. Dans les titres de l'actualité ce soir, plus de 63 000 candidats planchent dès demain lundi pour la session 2023 de l'examen de certificat de qualification au métier CQM. En prélude au lancement des épreuves, le ministre Modeste Kérékou, en charge des petites et moyennes entreprises de la promotion de l'emploi, a adressé un message aux différents acteurs concernés. Un dialogue de gestion au 30 septembre 2023 s'est tenu au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale à Cotonou. Les cadres de ce département ministériel passent au crible le bilan d'exécution des programmes du dit ministère. Où en sommes-nous dans son exécution? La réponse dans ce journal. L'Agence nationale des soins de santé primaire et l'Organisation ouest-africaine de la santé reviennent avec leur traditionnelle campagne transfrontalière sur la promotion et la planification familiale et la prévention du VIH-Sida. Cette année, l'État béninois et l'institution spécialisée de la CEDEAO ont choisi la frontière bénino-togolaise pour cette initiative. Voilà pour le programme. Bonsoir à tous. Dans quelques heures, 63 000 candidats planchent pour la session 2023 de l'examen de certificat de qualification au métier CQM. C'est bien en prélude au lancement des épreuves. Le ministre Modeste Kérékou, en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, a adressé un message aux différents acteurs concernés par l'examen. Voici un extrait de son message. Chers candidates et candidats, toutes les dispositions sont prises pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions. Apprêtez tout ce que vous jugez nécessaire pour l'examen depuis la veille, sans oublier votre pièce d'identité. Je vous demande non seulement d'être effectivement présent dans vos centres d'examen avant l'heure de convocation, mais aussi de vous concentrer sur les épreuves qui vous seront soumises et comportant deux volets. L'entretien sur les connaissances professionnelles et pratiques et la pratique en situation professionnelle. Chers acteurs impliqués dans l'organisation de l'examen, c'est le moment de jouer votre partition afin de veiller au bon déroulement de l'examen et de garantir un succès de cette évaluation à la certification qui constitue l'un des premiers leviers du développement du secteur de l'artisanat. Je voudrais vous exhortez tous, et particulièrement les comités communaux d'organisation, à jouer chacun, en ce qui le concerne, le rôle qui lui est dévolu en toute responsabilité, et ce, dans le strict respect des dispositions réglementaires régissant cet examen. Des équipes de supervision sont déployées sur le territoire national et sont instruites à l'effet d'apporter les appuis nécessaires aux besoins. C'est sur ces mots d'exhortation qu'au nom du gouvernement et de son chef, le président de la République, M. Patrice Talon, que je souhaite bonne chance à toutes et à tous. Vive l'artisanat au service du développement et de la croissance économique. Je vous remercie. Un dialogue de gestion au 30 septembre 2023 s'est tenu au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale à Cotonou. Il s'agissait pour ses participants de passer au crible le bilan d'exécution des programmes du ministère. On fait le point avec Hugues Vignigbe, Teddy Goudalo. C'est une réunion extraordinaire dénommée Dialogue de gestion qui se tient ici entre Raphaël Akoteignon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, et ses collaborateurs.
Il s'agit d'une séance trimestrielle de reddition de comptes et d'évaluation répondant aux principes fondamentaux de la gestion budgétaire. Ce dialogue est, entre autres, un exercice de reddition de comptes participatif auquel s'adonne trimestriellement le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, à l'instar des autres ministères et institutions de l'État. Il nous permettra d'évaluer et d'apprécier au 30 septembre la mise en œuvre des actions programmées au budget gestion 2023 de notre ministère. En termes de bilan d'exécution des programmes à la date du 30 septembre 2023, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale affiche un taux satisfaisant. Les ressources ont été engagées et ordonnancées respectivement à 81,41% et 79,19% pour une cible de 75%, contre 84,91% et 80,90% à fin septembre 2022. Ces performances sont sous-tendues par un taux d'exécution physique estimé à 62,42% pour une cible de 60% conformément à la méthodologie harmonisée du calcul. Au terme de ces assises, sont attendues des approches de solutions aux difficultés relevées dans la mise en œuvre des programmes du ministère et des recommandations en vue d'une fin de gestion encore plus reluisante. Autre volet de l'actualité, les forces armées béninoises ont organisé la journée des attachés de défense. C'est une journée qui a été donc meublée de plusieurs activités, dont des échanges entre attachés de défense de plusieurs pays accrédités au Bénin sur les questions liées à leur domaine respectif. La journée s'est déroulée au siège de l'état-major général des forces armées béninoises. Regardez. Ils sont une dizaine d'attachés de défense qui ont répondu présents à cette journée qui les met à l'honneur. Outre ceux du Bénin, on peut aussi compter les attachés de défense venus du Cameroun, des États-Unis, de la France, de la Belgique, pour ne citer que ceux-là. L'organisation de cette journée, qui est à sa première édition, vise plusieurs objectifs, notamment le renforcement de la coopération militaire entre le Bénin et ses différents pays. Elle offre ainsi un espace physique pour des échanges interactifs directs allant dans le cadre de la dynamisation et de la redynamisation des différentes activités de coopération que nous menons ensemble. La présente rencontre offre donc en second lieu, une occasion pour faire un point de situation à travers les présentations que nous aurons tout à l'heure de l'engagement des FAB dans la partie septentrionale du pays face à ces groupes terroristes et discuter ensemble des tenants et aboutissants de ce combat. Le statut de la séance d'échange ainsi tracé aux différents participants, place a été faite au chef division opérations et entraînement pour procéder à une présentation de l'historique des attaques terroristes au Bénin, les mesures prises, les perspectives ainsi que les besoins des forces armées béninoises. Ceci dans la lutte contre le terrorisme dans la partie septentrionale du Bénin. A été déclaré comme zone d'intérêt militaire, donc un genre de no man's land. L'initiative de cette journée est désormais un pas vers la coopération renforcée entre le Bénin et bon nombre de pays qui vivent les mêmes réalités en ce qui concerne la menace terroriste qui est désormais une préoccupation imminente pour tous les États. Je reste convaincu que des rencontres du genre peuvent nous outiller davantage et faciliter l'accomplissement des missions qui sont les nôtres dans l'intérêt de chacun de nos pays. En mettant cette plateforme en place, on est sûr de pouvoir un peu, non seulement relayer un peu ce qui est fait de façon originale au Bénin, mais peut-être susciter peut-être quelques aides ou quelques partages d'expérience avec ceux qui ont connu la même situation que nous. Les forces armées béninoises sont conscientes des défis sécuritaires de ces dernières années et en appellent à une synergie d'action et de coopération bien nourrie entre les attachés de défense de ces différents pays pour mieux faire face à ces défis.
Dans le monde universitaire, la Société béninoise de sociologie et d'anthropologie, la SOBESA, a tenu hier son assemblée générale ordinaire. C'est un congrès pour le renouvellement des membres du bureau dirigeant mis en place depuis 3 ans. Les assises ont eu lieu dans l'amphithéâtre Roudégbé sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. L'instant était particulier pour les membres de la Société béninoise de sociologie et d'anthropologie, SOBESA. Pour la plupart de ces enseignants, qui se rencontrent presque régulièrement, ces retrouvailles ont aussi une marque importante, puisque dans le contexte actuel, cela fait 3 ans qu'ils ne se sont pas retrouvés ensemble. 3 années au cours desquelles le bureau sortant avait la mission de conduire avec dextérité leur maison commune. Grâce à vous, nous tenons notre congrès. Oh, que dis-je, notre Assemblée générale statutaire, et ce, après 3 années d'exercice 2020-2023, et ceci à bonne date, car c'est un défi que l'actuel bureau finissant s'est lancé au début de son mandat en 2020. Le défi de l'organisation relevé ici est une priorité statutaire autant que les objectifs du Creuset. La société savante se veut un cadre qui contribue véritablement à l'épanouissement des sociologues et anthropologues du Bénin. Il faut dire que pendant longtemps, les sociologues et anthropologues ont été absents de la scène publique béninoise. Et c'est pour pallier cette situation et les nombreux problèmes qui minent nos 2 disciplines que nous avons mis en place la Société béninoise de sociologie et d'anthropologie. Et en nous voyant réunis si nombreux ce matin, vous convenez avec moi que notre société savante progresse. À partir de maintenant, nous espérons être plus présents sur la scène publique pour donner notre point de vue sur les faits sociaux. Dans cette démarche, la SOBESA accorde une place prépondérante à la solidarité et la tolérance. En témoigne la présence à cette assemblée générale de leurs collègues enseignants d'autres filières. La Société béninoise de sociologie et d'anthropologie, à mon humble appréciation, est une société de qualité. Et donc, il y a du nombre, mais il y a surtout de la qualité. Et il y a cette perspective intergénérationnelle qui est à saluer aussi. Il faut souligner qu'il est prévu au cours des travaux l'examen des tests fondamentaux de la société. Et justement, à la fin des travaux de cette Assemblée générale ordinaire, le président sortant Roch Apollinaire Nguyen a été reconduit à la tête de la Société béninoise de sociologie et d'anthropologie pour un nouveau mandat de 3 ans. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a organisé un atelier sur les données nominatives, rituelles ou confessionnelles et leur impact sur l'identification des personnes en République du Bénin. Les représentants des différentes confessions religieuses, chefs de culte, experts en identification et des juristes sont conviés conformément à la loi sur la protection des données personnelles en République du Bénin. Les détails, Imet Hélène Mousson. Réunis à Abomey, les participants sont venus des différentes régions du pays. Ils ont été invités par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. L'atelier est le cadre choisi pour engager un dialogue constructif avec les responsables des cultes endogènes et confessionnels. Les échanges vont conduire à une harmonisation des données au niveau des personnes qui figurent au registre national des personnes physiques et pour qui des changements de prénoms sont intervenus après leur adhésion à des religions confessionnelles ou cultes traditionnels. Le pays étant laïque, donc les gens ont la liberté d'adhérer à n'importe quelle religion qu'ils veulent. Mais l'état civil est fait de telle sorte qu'à la naissance, vous avez normalement un nom et qui figure sur votre extrait d'acte de naissance. Mais au cours de votre vie, il se peut que vous adhériez à l'une des multitudes de religions qui existent. Et dans ce processus de baptême, votre nom peut être transformé, votre nom peut changer. Et dans ce cas-là, comment prendre en compte ces personnes dont les noms changent au cours de leur vie, notamment à travers leur adhésion dans l'une ou l'autre religion,
Même si vous devenez musulman, vous le savez bien, vous changez de nom. Si vous étiez en tant que chrétien, si vous étiez musulman et vous passez de l'autre côté, vous devenez chrétien, vous changez également de prénom. Si vous êtes chrétien et vous adhérez à l'une de nos religions endogènes, vous changez également de prénom. Comment faciliter les procédures quand vous changez de religion, que le prénom puisse être rapidement pris en compte sans grande tracasserie? Pendant 3 jours, ils ont été entretenus par des experts en identification, des juristes ainsi que des spécialistes de la protection des données. Plusieurs communications ont été présentées, lesquelles ont permis aux participants d'analyser les implications juridiques, éthiques et culturelles de l'intégration des données nominatives, rituelles ou confessionnelles dans les systèmes d'identification. Mon sentiment, c'est le sentiment de quelqu'un à qui on enlève des pieds une grosse épine. Et je crois que c'est tout le Bénin laïque, c'est tout le Bénin républicain qui se réjouit de cette initiative et bravo à l'ANIP. Nous, dans la communauté musulmane, on est bien organisés. Celui qui se convertit en islam a un certificat délivré par l'imam de son quartier ou bien l'imam de la commune pour démontrer qu'il était Michel, maintenant il est Rafiou. Donc c'est important pour nous. Au thème des assises, il est attendu des propositions concrètes dont la mise en application va faciliter la collecte, le stockage et l'utilisation des données nominatives, rituelles, confessionnelles. Ceci dans le respect des valeurs religieuses de même que les droits individuels, conformément à la loi sur la protection des données personnelles. Et toujours dans les Ours et collines, on parle de cette cérémonie de mise en service de l'ANES de l'Agence nationale des transports terrestres dans le département des collines. L'événement a été couplé avec l'organisation des premiers examens de permis de conduire dans le département des collines, de quoi réjouir les populations des 6 communes du département. Avec ce geste, l'ANAT veut rapprocher davantage l'administration des usagers clients. On retrouve Edmette Elena Mousson. Une annexe de l'Agence nationale des transports terrestres dans les collines, le service a ouvert ses portes au grand bonheur des usagers clients de l'ANAT dans la région, de même que les responsables de la structure. La cérémonie officielle de lancement des activités a été couplée avec l'organisation des premiers examens de permis de conduire dans le département. Le permis de conduire se faisait entre-temps à Boïcon, ce qui créait beaucoup de désagréments aussi bien aux candidats, c'est-à-dire les retards, les absences, et aussi bien aux auto-écoles. Dans l'esprit de rapprocher l'administration des usagers, on a créé une annexe à Savalou. Vous prenez des gens qui doivent quitter Banté, Savé, Tchéti, Doumé, Otola et même Savalou, pour ne pas dire Dassa, faire cette longue distance pour aller à Boïcon, vraiment, c'est un grand soulagement pour moi et c'est un grand soulagement aussi pour la population des collines. C'est aujourd'hui le déroulement et nous sommes la première vague, donc je suis venu, j'ai reçu à mon examen, je suis tellement content. Depuis longtemps, on allait très loin pour faire les permis de conduire, les formalités de plaques et autres. Désormais, c'est possible à Savalou. Je voudrais vraiment demander à ce que ce centre-là soit développé pour que ça aille d'avant en avant, pour que Savalou puisse véritablement jouir de toutes les fonctionnalités de la NAT. Fini donc les difficultés des populations des différentes communes des collines avant de bénéficier des services de l'agence. En plus des examens de permis de conduire, les dispositions sont prises afin d'offrir à tous les nombreuses prestations de la NAT. L'ouverture de cette annexe vient en réponse au souci de rapprocher l'administration des usagers, mais également pour renforcer la sécurité routière. Nos attentes est que les installations soient améliorées, le site de conduite soit bien tracé, aussi que l'équipement en matière de communication soit vraiment performant. Les candidats aussi sont totalement satisfaits. Juste après 15 minutes de composition, ils ont déjà systématiquement les résultats. C'est une bonne innovation. Ils étaient tous stupéfaits. Et voilà, c'est notre attente. Et puis, on ne peut qu'être fiers. Vous avez vu, tout le monde est content de cette nouvelle dynamique, de l'implantation de cette ANES. Donc, nous ne pouvons que remercier le gouvernement qui a ce souci à cœur de servir les populations, les usagers clients des départements des collines.
Faisant d'une pierre deux coups, la délégation de l'ANAT, conduite par le directeur des titres et du transport, est également allée à la rencontre des conducteurs et transporteurs de la cité des Soravi. Ces acteurs de la chaîne de transport, tout comme leurs pairs d'autres localités du pays, ont été informés sur les dangers du transport mixte et son interdiction en République du Bénin. Les échanges s'inscrivent dans le cadre de la campagne de sensibilisation lancée depuis quelques jours par le ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Et maintenant, on parle de cette campagne, je vous l'annonçais dans mes titres, l'Agence nationale des soins de santé primaire et l'Organisation ouest-africaine de la santé reviennent avec leur traditionnelle campagne transfrontalière sur la promotion de la planification familiale, mais aussi la prévention du VIH-Sida. Cette année, l'État béninois et l'institution spécialisée de la CEDEAO ont choisi la frontière bénino-togolaise pour cette initiative. La cérémonie où la campagne a été officiellement lancée jeudi dernier. Les détails, Narcisse Alossé. Avec deux thématiques d'une importance vitale, l'Agence nationale des soins de santé primaire et l'Organisation ouest-africaine de la santé font mobiliser ici des populations du Bénin et du Togo autour de leur traditionnelle campagne transfrontalière. Il s'agit de la promotion de la planification familiale et la prévention du VIH-Sida pour cette initiative destinée au corridor et qui revient encore à la frontière de Ila-Kondi. Nous avons décidé de revenir à la frontière Ila-Kondi-Sambé-Kondi parce que l'OAS a été très honoré en 2016, en 2018, de voir la réussite que nous avons eue ensemble à ce nœud et également au nœud avec le Ghana. Donc nous avons décidé de remercier le Bénin et le Togo en réitérant notre confiance à ces deux pays. Une reconnaissance donc pour les efforts du Bénin et du Togo autour de cette initiative qui vise à renforcer la disponibilité et l'accès des soins des populations frontalières aux services de santé. Les nœuds frontaliers sont sujets à d'intenses activités économiques et d'importants flux migratoires qui rendent la population peu disponible, créant ainsi de nombreuses perturbations dans la délivrance des services de santé. Cette campagne est donc non seulement l'occasion de rattraper les cibles perdues de vue, mais aussi de sensibiliser les populations sur l'importance de l'utilisation des services de santé. Des soutiens qui viendront renforcer l'organisation de cette campagne transfrontalière portée par l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé ABMS. Elle est axée sur une demi-dizaine de stratégies qui vont du plaidoyer à la mobilisation sociale en passant par la sensibilisation pour le changement social et comportemental, sans oublier l'offre gratuite des soins de santé. C'est avec la conviction qu'ensemble nous réussirons à faire comprendre à nos populations la nécessité de promouvoir la planification familiale pour mieux capturer la dividende démographique et aller vers le développement durable. C'est parti pour 3 jours d'une initiative qui prend fin ce samedi 28 octobre 2023. Le Togo voisin lui enchaînera pour finir 24 heures plus tard. Tout a commencé par une caravane organisée sur une portion du corridor Lagos-Abidjan. On quitte la frontière, on atterrit directement dans l'Ouémé dans sa lutte pour la préservation des semences naturelles dans la production agricole. La Fédération agroécologique du Bénin a organisé une foire sémencière agroécologique dans la commune d'Avrancourt. L'objectif de cette initiative est d'une part de valoriser les pratiques agricoles saines qui écartent catégoriquement l'utilisation des OGM et d'autre part promouvoir les mets locaux en voie de disparition. Emma Rodon. Cette dégustation de haricots et de manioc, accompagnée de boissons locales, consacre le lancement officiel de la foire semencière agroécologique et de restauration des mets en voie de disparition ici dans la commune d'Avrancourt. C'est une initiative de la Fédération agroécologique du Bénin, FAEB, qui, face à l'éruption des OGM dans la production agricole, promeut et encourage la reproduction des semences naturelles
de même que les mets traditionnels auxquels la jeune génération ne taille plus d'importance et qui se font de plus en plus rares dans nos assiettes. Ces semences paysannes présentent des intérêts aussi bien environnementaux, socio-économiques, culturels et cultuels. Aujourd'hui, elles sont menacées de disparition. Et elles disparaissent avec les mets anciens également. C'est pour cela que nous décidons de les valoriser à la FAEB en organisant chaque année de façon tournante dans chaque commune du Bénin une foire semencière et de dégustation des mets anciens pour mettre en évidence les multiples richesses semencières de la commune et aussi, dans le même temps, les multiples richesses liées aux mets anciens qui sont en voie de disparition. En plus d'être un moyen de vulgariser les semences naturelles et mets locaux, cette foire offre des formations sur la préparation des 10 mets. Et dans une Afrique qui affiche ces dernières années sa volonté de renouer avec son identité, cette initiative de la FAEB est vivement saluée par les autorités politico-administratives et les forains. Au nom de tous les forains, je voudrais nous demander de continuer à se battre pour la souveraineté alimentaire, continuer à soutenir les petits paysans, continuer à soutenir tout ce qui apporte de bien-être aux êtres humains pour que nous puissions vivre et vivre heureux. Je tiens à remercier et féliciter très chaleureusement tous les acteurs de la FAEB pour cette initiative fort louable. Et je fonde l'espoir que cette action fera tache d'huile dans notre pays. Déjà, de nombreuses initiatives sont prises par son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République et son gouvernement, à l'effet de soutenir le secteur agricole à travers les réformes institutionnelles profondes et nécessaires opérées, ainsi que les investissements massifs en cours pour la transformation de l'agriculture béninoise dans le respect des interactions entre les végétaux, les animaux, les humains et l'environnement. Par l'organisation de cette foire, la Fédération agroécologique du Bénin a révélé la commune d'Avrancourt comme une localité dont les pratiques agricoles et culinaires sont en harmonie avec la nature. Et pour finir maintenant, le Bénin abrite la 13e édition du festival Lagos Photo, un festival qui réunit les photographes béninois, africains et ceux internationaux. Pour l'édition de cette année 2023, 39 photographes exposent à partir du 27 jusqu'au 31 décembre 2023 des œuvres d'art au public du Bénin et même ceux d'ailleurs à la Fondation Zinsou. Teddy Goudalo. C'est un événement de taille, assurément la toute première qu'accueille le Bénin, le festival Lagos Photo. Ce festival, qui s'est délocalisé du Nigeria au Bénin, réunit les photographes africains et ceux internationaux. Il s'organise autour du thème « Partenariat entre États » et vise à explorer le moment présent tout en envisageant la réparation, la syncope et la restauration. Lagos Photo 2024 is in Benin. La formation en photographie nigériane s'exporte au Bénin. C'est un bel aménagement du calendrier. La République du Bénin est l'un des pays au monde et en Afrique en termes de culture, en termes d'art, et nous partageons les mêmes réalités, raison pour laquelle nous avons amené le festival Lagos Photo au Bénin. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Bénin puisque nous recevons Lagos Photo Festival, qui est un festival de photos qui a été créé en 2010 et qui est un endroit où tous les photographes du continent et du monde se rencontrent. Pour la première édition, Lagos Photo se délocalise du Nigeria et vient à Porto Novo, à Ouidah, à Cotonou. Et nous sommes ici à Ouidah, au musée de la Fondation Zinsou, pour faire la cérémonie d'inauguration. On lit, entre autres, à travers ces différentes expositions, la promotion de la valeur humaine. Les visiteurs n'ont pas caché leurs impressions. Et je suis content qu'on ait un peu provoqué cette rencontre avec nos amis nigérians et nos amis créateurs. Moi, j'ai été frappé par une série ghanéenne où, au fond, un photographe reconstitue des années 60, des années 70. Donc moi, mon adolescence, si vous voulez, que je retrouve.
Mais c'est un travail qui a été fait il y a 1 an ou 2. Et je pense que c'est un hommage à tout le pays et à son, disons, dynamisme, grand dynamisme culturel qui aujourd'hui est reconnu dans beaucoup de domaines et qui est un engagement, je crois, et un engouement aussi de tout le peuple béninois et des autorités publiques du Bénin. Quand on regarde les œuvres proposées par les uns et les autres, on ne voit aucune similitude dans le travail artistique proposé par les uns et les autres. Il y a toute une singularité, une recherche artistique, et c'est ce qui montre vraiment le niveau de la qualité de la production artistique de nos artistes aujourd'hui, et qui fait d'ailleurs qu'ils sont appréciés et demandés sur le plan international. Le festival Lagos Photo, qui s'est ouvert le vendredi 27 octobre 2023, se poursuit jusqu'au 31 décembre 2023. Plusieurs activités sont au menu de l'édition de cette année. Des conférences débats, des ateliers, des concours. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. À très bientôt.